Je salue la présence de la presse, merci d'être là, et puis aujourd'hui un invité exceptionnel, M. Raymond Évard, qui est le directeur de Veolia, et qui nous présentera tout à l'heure le rapport sur la qualité du service de l'eau potable et de l'assainissement. Voilà, merci d'être là. J'ai les procurations de Mme Rita Wendling en faveur de M. Christophe Gilles, de Françoise Marmet en faveur des bénis ordinaires, de Ordner Jean-Yves en faveur de moi-même, de Mme Carole Marie-Rose en faveur de M. Antonio et de Mme Laure Alexis en faveur de M. Dreichert. Voilà, nous commençons par l'approbation du PV du Conseil municipal du 18 juillet 2016, dont chacun a été rendu destinataire. Qui s'oppose à l'approbation de ce PV? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Voilà, donc le PV est adopté et nous pouvons passer à la signature. Bien, voilà, nous pouvons passer à la partie communication. Donc, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion des décès de Mme Marie-Louise Mick, M. Aristide Allard, Mme Jeanne Dietrich, Mme Louise Carouge. Les remerciements de Mme Marie-Louise Blechschmidt pour les vœux adressés à l'occasion de son 90e anniversaire, mais vous savez que depuis, elle est décédée. Le courrier réponse de Mme la ministre de l'Environnement, à qui la motion de soutien aux emplois de la centrale Minuchet a été transmise, ainsi que le mail de M. Frédéric Delvaux, conseiller communal belge, concernant la combustion du bois pour limiter l'impact carbone. 2 mots sur le dossier Nolatim. Vous avez pu suivre
dénoncé en temps voulu avant la fin du mois de janvier 2014, et donc il n'y a plus de bail depuis le 31 décembre 2014. Mais notre pays est un petit peu compliqué, parce que même quand il n'y a plus de bail, on peut pas mettre les gens dehors. Donc il a fallu qu'on engage une procédure judiciaire, on en a fait état ici. La société Nolatim a été condamnée au mois d'avril à nous verser un certain nombre de sommes. Vous vous rappelez, ça figure dans le compte rendu du conseil municipal. Ils ont engagé un référé devant la cour d'appel de Metz qu'ils ont gagné, c'est-à-dire le tribunal a choisi de surseoir au versement des sommes parce que ça mettrait en cause l'existence même de l'entreprise, et on a vu la suite, puisque de nombreux parents du secteur sont allés se fournir en matériel scolaire qu'ils ont commandé, qu'ils ont payé, et qui n'a jamais été livré. Donc voilà, on a vraiment affaire à des escrocs, il faut dire les choses clairement, et je pense maintenant donc, que la situation serait favorable pour nous dans le cadre du jugement sur le fond, qui devrait avoir lieu maintenant à l'automne, entre maintenant et le mois de décembre. On devrait avoir une décision sur le fond, mais c'est sûr que tous ces agissements crapuleux pèseront lourd dans la décision qui sera prise par le tribunal. Voilà. Je propose de rajouter un point numéro 17 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle pour le projet Promenade de la Paix à Wiesbaden. Je vous distribuerai le point tout à l'heure. Qui s'oppose au rajout de ce point? Personne qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Nous pouvons donc aborder l'ordre du jour prévu. Alors, premier point, délégation, article L2122-22 du CGCT. Donc, conformément à cet article, l'Assemblée est informée des décisions prises par application des délégations accordées par le Conseil municipal en date du 19 juin 2014. Il s'agit donc d'une ligne de trésorerie de 500 000 € avec début de validité au 1er juin 2016 jusqu'au 31 mai 2017, taux d'intérêt éolien plus marge 1,40, etc. Vous avez tous les détails sur le document que vous avez sous les yeux. Et donc, la trésorerie est arrêtée par l'encours moyen des tirages effectués. Au cours de la période de calcul des intérêts, l'encours moyen est égal à la somme des encours journaliers divisés par le nombre de jours. Premier point. Deuxième point, la signature de l'acte de vente du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé CN 344 CJ, mis en circulation 22/5/2008 pour un montant de 2500 €. Voilà. Point numéro 2. Donc, nous passons au rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Et je vais donc passer la parole à Raymond Ebarra. On va peut-être ici on appuie sur le... C'est bon? C'est bon, ouais. Alors, on va descendre, on va se placer devant, on va se mettre de côté. S'il vous plaît. Voilà. Madame, bonsoir. Celles et ceux que j'ai salué en arrivant. Donc voilà, donc je vais vous présenter la partie service public de l'eau potable. Donc vous faites partie du syndicat du Windborn. Je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette usine. Donc c'est l'usine de production, je dirais le cœur du syndicat du Windborn, qui se situe donc tout près des lagunes Couters, donc le long du CD26. C'est une usine qui, pour vous dire, le Windborn en lui-même, c'est le lieu-dit où est implantée donc cette usine. C'est dans cet espace également qu'en début des années 80, il y avait les premiers forages qui alimentaient donc le service. La création de ce syndicat
on est la ville de Frémin-Merlebach et l'hôpital. C'était le départ donc en 1968. Donc les équipements, quand ils ont été repris par le syndicat, appartenaient bien sûr au HBL qui, avant la prise en main du syndicat, s'occupait totalement. Donc dès le départ, en mai 1968, Veoliao, qui aujourd'hui s'appelle Veoliao, c'était la CGE, Compagnie Générale des Eaux, avait en charge l'exploitation. Donc là, sur ce slide, vous voyez l'adhésion des différentes communes au fil des années. Donc Cocheren en 76, Bétain en 74, Rosebruck également en 74, Bénin en 94 et Carlin en 94, soit 7 communes qui représentent aujourd'hui 28 900 habitants, donc 12 000 compteurs installés. Vous voyez que les différentes communes font partie à l'heure actuelle de plusieurs communautés ou communautés d'agglomération. Donc, puisque vous avez Rosebruck et Cocheren qui sont du côté de Forbach, alors que Bénin fait partie de la Comcom et Bétain de la Comcom de Frémin-Merlebach et Carlin et l'hôpital fait partie du pays Narborien. Donc dès 1979, plusieurs forages ont dû être mis à l'arrêt qui alimentaient l'ancienne usine, du simple fait que la nappe a été polluée par les infiltrations du merle. Vous savez que le merle, à un moment donné, avait disparu et que le merle a sa principale source, si je puis me permettre, l'aval de la plateforme pétrochimique. Donc à ce moment-là, l'est du syndicat fut alimenté par l'usine de traitement de Forbach pour subvenir à l'arrêt des anciens forages, si je peux dire, des HBL qui étaient pollués. Donc c'est à ce moment-là, l'usine de Forbach qui était située sur le site du Puy-Simon était à ce moment-là alimentée depuis les eaux d'exor du Puy-Simon qui étaient exorées, je dirais, en permanence pour éviter ou pour permettre l'extraction du charbon et de permettre aux mineurs de travailler en toute sécurité. Et là, pareil, au fil des années, là aussi, l'eau s'est dégradée. Donc, ensuite, en 1990, le syndicat fait l'acquisition des ouvrages des HBL. Tous les anciens les réservoirs étaient encore HBL, donc il y a eu une acquisition par le syndicat de Vinborn de bien nombre d'ouvrages, que ce soit les réservoirs, par exemple, sur Frémin, réservoir de Cocheren, tout ça, ça a été, il y a eu l'acquisition par le syndicat. Et ensuite, en 1993, une démarche de gros travaux a été entreprise pour permettre d'abandonner bon nombre de forages et de s'alimenter à partir d'une installation qui était encore en activité, donc à partir de la houve. À partir de ce moment-là, cette nouvelle usine que vous avez vue sur le premier slide a vu le jour. Elle a été construite pour subvenir et pour pouvoir produire 24 200 m3 jour par heure. Là, c'est une erreur de ma part. Pour vous dire, c'est la plus grosse usine dans l'Est mosellan. Et elle permet de produire jusqu'à 8 millions de mètres cubes par an. Donc, à l'époque, pas de souci. L'eau venait via des grosses conduites depuis le site de la houve jusqu'à un réservoir sur les hauteurs de Kreutzwald. Et ensuite, gravitairement, rejoignait via une conduite déjà d'un diamètre 500 l'usine. Cette conduite passe tout près de la rue du Pont, à l'hôpital, pour ensuite descendre vers la rue des Mines, et ensuite longer le point bas de la vallée pour atterrir à cette usine. Donc ce fut une très grosse opération pour le syndicat, car dans cette perspective d'installation d'une grosse unité, a tout de suite été intégrée la possibilité d'alimenter d'autres clients, d'autres syndicats. Donc, tout de suite prévu l'approvisionnement en eau du syndicat du SAF, qui est le secteur de Fariversviller et environ, donc 380 000 m3,
Aujourd'hui, on a même des disponibilités pour aller jusqu'à 800 000 m3 pour alimenter leur zone d'activité sur Henryville. Et également la communauté d'agglomération de Forbach à raison de 1 900 000 m3, puisque si le syndicat du Vinborn ne souhaitait plus être approvisionné à partir de l'usine Simon, c'était bien pour une question de qualité d'eau. Donc la qualité d'eau, même en réduisant l'eau extraite du puits Simon qui était encore en activité à ce moment-là, permettait déjà de converger pour dire il faudra arrêter de pomper cette eau ou d'utiliser cette eau dès qu'il y aura l'arrêt du puits. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Donc, les anciens forages du syndicat sont restés en service pour 5 d'entre eux et ils produisaient encore 1 300 000 m3 et la houve 4 millions. Donc, avec cet apport de 4 millions de la houve, on permis d'alimenter tout le secteur je dirais, depuis Carlin jusqu'à Spicheren, puisque le secteur de Forbach s'étend depuis Rosbrück-Morsbach jusqu'à Spicheren. Donc ce fut des très gros coûts de travaux, 8 millions d'euros. La réhabilitation des réservoirs a été également entreprise. Des conduites ont été construites. Un réservoir de 2000 m3 a également été construit. Donc c'était un projet qui était très subventionné quand même, à hauteur de 5 366 000 euros, soit 67% par le département, l'agence de l'eau FEDER, et donc à charge des collectivités 2 667 000, qui a été réparti entre le part du Vinborn et également participation des collectivités en fonction du volume qu'ils avaient souscrit ou réservé pour leurs futurs besoins, que ce soit la communauté d'agglo de Forbach ou le SAF. Mais ce qui est arrivé à Forbach dans les années 90 est également arrivé au niveau de la houve. À un moment donné, on savait aussi, dès le début des années 2000, que la houve allait s'arrêter. Donc, rebelote pour le syndicat, il fallait trouver une source propre pour s'affranchir des eaux d'exor qui inéluctablement allaient soit être polluées, soit ne plus être ou plus être adaptées pour être traitées par cette usine. Donc le syndicat du Vinborn s'est engagé à porter un projet et à réaliser des travaux pour avoir sa propre ressource. Donc pour cette propre ressource, pas d'autre solution que de s'écarter un petit peu de l'entonnoir minier. Donc réalisation de 2 forages dans la carrière, non loin encore sur la commune de l'hôpital. L'hôpital et Saint-Avold. Ouais, et Saint-Avold. Et ensuite, ça c'était pour des forages qui produisent à peu près 300 à 400 000 m3 par an. Donc le besoin étant bien supérieur, l'autre solution était donc, et qui a été retenue, c'est d'aller chercher de l'eau beaucoup plus loin dans la forêt de Longeville. Donc dans la forêt de Longeville, aujourd'hui, il y a 5 forages neufs qui ont été créés dans les années 2005, et également un rachat de 2 forages à la S2E, puisque vous savez bien que les besoins pour les collectivités sont relativement stables, même s'ils sont un petit peu en baisse à cause des demandes des industriels. Mais pour l'industrie proprement dit de la plateforme, les besoins ont forcément chuté au cours des années. Et donc il y avait de la disponibilité au niveau des forages. Donc 2 forages ont été achetés à la S2E, ce qui a porté la production à peu près à 6 millions de mètres cubes. Donc ces 6 millions de mètres cubes, c'est la capacité que nous avons encore aujourd'hui en 2015. Donc vous voyez 6 millions de mètres cubes qu'on peut prélever sur l'ensemble des forages sur l'année, et le volume prélevé en 2015 de 5 344 670 mètres cubes. Donc ça prouve bien, bon, ça nous laisse une petite marge, mais ce n'est pas une très grande marge, si vous voulez, parce que si vous avez un nombre important de forages, bien évidemment, vous avez de l'entretien, et en règle générale, on a un tour de rôle, régulièrement un forage à l'arrêt, ou même 2, ça nous arrive aussi, où on change les pompes, où on a des interventions. C'est des équipements qui tournent en règle générale 20 heures sur 24, et donc leur durée de vie n'est pas éternelle. Et quand on arrête un forage, bien évidemment,
on sort, donc ça une opération lourde, on prend une grue, on sort les pompes, puisque les pompes sont accrochées à un tube à peu près à une centaine de mètres. Donc la pompe elle se trouve à 100 mètres de profondeur dans le sol. Et donc bien évidemment, après un incident de remplacement de pompe, souvent on laisse reposer le puits, on introduit une caméra pour voir l'état d'encrassement également du tube du puits. Donc cette configuration, elle n'a pas bougé depuis le 9 novembre 2006, où nous sommes dans une configuration donc depuis 10 ans pratiquement, où on travaille avec cette usine et les nouveaux fourrages et fourrages qui ont été rachetés. Donc uniquement les fourrages qui vont directement dans la nappe phréatique et plus d'eau que les autres. On n'a plus du tout d'eau d'exor. L'eau d'exor des puits, et si vous voulez, il y a encore de l'eau qui est pompée des puits. Bon, que ce soit sur Kreutzwald à la Houve, que ce soit sur Wouters, que ce soit sur Forbach. Donc là, il y a des pompes également qui ont été plongées carrément dans le puits de mine, où on extrait en règle générale des pompes tournent 24 sur 24, mais en fonction des capacités d'eau et des besoins, on tourne entre 100 et 400 mètres cubes de pompage par heure pour ralentir la remontée de la nappe de ces puits. Donc le plus proche de chez vous, c'est donc le puits Wouters, où nous traitons l'eau extraite et traitée par lagunage, donc par une station statique, juste en face de l'usine carrière où nous traitons le potable. Donc c'est des eaux qui sont chargées en fer, en manganèse et quelques autres métaux lourds qui peuvent perturber le rejet direct au milieu naturel. C'est pour ça que le BRGM, avec l'État, a installé ces stations de traitement. Donc pour revenir sur la qualité de l'eau du Vinban, donc c'est une conductivité grosso modo de 450 microsiemens, donc moyennement minéralisée, chlorure très faible et une dureté aux alentours de 20. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la qualité de l'eau? L'avantage de l'eau du Vinban, on peut la boire sans limite, puisque ce n'est pas une eau minérale, elle n'est pas chargée comme une eau par exemple de Contrex ou Épar ou tout ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de restriction à boire cette eau 24 sur 24 tout au long de l'année. Sur la qualité, en plus de ce qu'on peut dire au niveau de la construction physico-chimique de l'eau, bien sûr, il y a des analyses qui sont faites tout au long de l'année, que ce soit dans le cadre de l'autocontrôle par Veolia, mais également par l'ARS. Bon, nous, nos contrôles, on les fait bien sûr, puisque entre l'eau qui arrive des forages à l'usine, jusqu'à ce qu'elle reparte, pompée vers les différents réservoirs, bien évidemment, elle subit des traitements. Donc nous faisons nos analyses en interne, via bien sûr des laboratoires, analyses de pilotage sur site au niveau de l'usine, et également des analyses via un laboratoire agréé COFRA. Et bien évidemment, il y a l'ARS qui a son programme d'analyse qui, tout au long de l'année, se déplace, peut-être chez vous également en mairie ou dans les écoles, fait des prélèvements inopinés à gauche, à droite, et regarde la qualité de l'eau. Donc sur l'année 2015, toutes les analyses qui ont été faites, les prélèvements par l'ARS, ont été conformes à la réglementation et aux exigences en vigueur, que ce soit pour les analyses bactériaux que pour les analyses physico-chimiques. Donc encore une fois, l'ARS se déplace au point qui leur sont propres, à leur convenance et à leur fréquence. Donc on n'est pas informé quand l'ARS se déplace. Bien évidemment, toute notre activité est certifiée ISO 9001, version 2000 et ISO 14001, qui est ISO 14001 pour faire clair, c'est la norme environnementale qui veut dire quoi? Respect en synthétique, respect de l'environnement, respect des arrêtés qui nous ont imposés, donc respect de la qualité de l'eau conformément à la norme en vigueur,
éviter les nuisances, donc ça veut dire rejeter le moins possible de détritus et autres, et également utiliser le moins possible d'énergie. Donc, en fin de compte, une exploitation rationnelle de la ressource. Donc là, je vous ai affiché une facture type, elle est Frébat-Merlebach, mais c'est le même prix à l'hôpital ou sur les autres communes du syndicat. Donc, au niveau de l'eau potable, vous savez que vous avez... Donc, c'est une facture type 120 m3. Pourquoi 120 m3? C'est la facture qui est une facture, en règle générale, pour un foyer de 4 personnes. Donc là, vous voyez l'évolution d'une année sur l'autre, entre 2015 et 1er janvier 2016, pour voir les évolutions du tarif. Et également donc, les différents paramètres qui constituent la facture d'eau. Donc il y a la part délégataire, un abonnement. L'abonnement, c'est lié directement à la prise en charge du compteur, la facturation, le remplacement de compteur et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, vous avez la consommation qui est directement liée au volume consommé. Donc là, vous avez le tarif qui est de 1,1432 pour 2016. La part syndicale, les 0,6043. Cette part est une part qui est destinée donc au syndicat, que nous collectons et que nous reversons au syndicat, qui permet de couvrir les frais d'investissement et d'amortissement de leurs travaux. Donc dans le cas d'un affermage, en tout cas l'affermage que nous exploitons avec le syndicat du Windborn, c'est que Veolia exploite les équipements, les installations du syndicat à ses risques et périls, c'est-à-dire nous prenons en charge l'électricité, les casques, que ce soit moteur, autre, tout ce qui peut résulter de notre exploitation, mais nous ne faisons pas de travaux neufs. Donc sur les équipements électromécaniques qui tombent en panne, s'il y a 5 pompes qui tombent en panne, on en remplace 5, s'il y en a 10, il y en a 10. Donc, et nous mettons bien sûr le personnel en place pour faire ces travaux. Et également, nous sommes garants de la qualité. Notre prix est fixé également dans le cadre de ce contrat, et l'évolution de notre prix se fait en fonction d'une formule de révision qui tient compte des frais fixes que nous avons, que ce soit la facture d'énergie, de personnel, de matériel divers, tout à fait une formule classique qui évolue dans les indices et évolue conformément aux parutions officielles dans les bulletins que vous connaissez. Donc ensuite, nous avons également une ligne préservation des ressources en eau de l'agence. Là, vous voyez 0,0838. Donc ça, c'est une part qui est reversée à l'agence de l'eau. Cette part peut être doublée par l'agence en fonction du rendement du réseau. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de pertes en réseau, l'agence de l'eau fixe un seuil qu'on appelle le Grenelle 2. Si vous êtes en dessous du Grenelle 2, il y a une alerte qui est transmise. S'il n'y a pas d'action pour remédier à la situation, à ce moment-là, l'agence d'office vous ce montant de la préservation des ressources. Ensuite, lutte contre la pollution, pareil, c'est récolté sur votre facture par Veolia et reversé également à l'agence. Donc, ce qui vous donne un prix TTC au mètre cube à 2,60 € sur l'année, par mètre cube pour l'année 2016. Donc, il risque de ne pas évoluer ou de baisser en fonction des indices publiés lors de l'établissement des factures. Donc, vous voyez une légère baisse pour la partie eau sur 2016. Donc encore quelques chiffres, je dirais, importants pour l'année 2015. Donc les volumes prélevés, comme je vous disais tout à l'heure, plus de 5 millions de mètres cubes. Les besoins usines, ça c'est les 406 000 mètres cubes que nous utilisons. Bien évidemment, nous avons des filtres, donc les filtres, il faut les laver. Quand on lave les filtres, on les lave à l'eau avec de l'eau traitée en contre-courant. Donc on utilise quand même, une usine de traitement utilise entre 8 et 12% de besoin carrément pour le process.
Donc la production de l'usine, vous voyez, nous sommes à 5 millions de mètres cubes. Je peux vous assurer que c'est l'usine, la plus grosse usine de la Moselle-Est. Les autres, les plus gros syndicats du secteur sont plutôt aux alentours de 2 millions. En sachant que, bien évidemment, plus de 60% de cette production va, si je peux me permettre, à l'export, donc principalement exporté vers la communauté d'agglo de Forbach, 2 822 499 mètres cubes, le SAF 353 624 et également 1400 mètres cubes, donc c'est pas significatif pour Amboro. Mais encore, le secours pour Amboro peut être efficace. On est capable pratiquement d'alimenter en cas de besoin Hambourg en totalité. Il y a des années où on a envoyé bien plus d'eau vers Hambourg que ce chiffre-là. Donc si demain le syndicat ou la régie de Hambourg avait un besoin ou un problème sur ces forages, le syndicat de Windborn peut dépanner. Également aujourd'hui, il y a une question qui se pose de qualité d'eau pour le syndicat de Folgevillers, dont Veolia est également fermier, donc il y a contrat d'affermage. Donc il y a des discussions en cours entre le syndicat de Windborn et le syndicat de Folgevillers pour, sur une certaine durée, dépanner un petit peu ce syndicat en eau en cas de besoin. Donc c'est des situations qui sont en cours, pour l'instant c'est pas finalisé. Donc pour les habitants desservis, donc pratiquement 29 000 habitants, 11 617 abonnés. Abonnés pour nous, c'est les clients qui reçoivent une facture. 7 724 branchements, donc une seule usine de production, 11 réservoirs qui permettent de stocker grosso modo 20 000 cubes, soit la production journalière de l'usine en besoin actuel. Donc ça veut dire que, bien évidemment, on ne peut pas dire que ça y est, s'il y a un problème sur l'usine pendant 24 heures, tout le monde aurait de l'eau. Non, ça ne veut pas dire ça, puisqu'il y a des réservoirs qui se vident à des fréquences à 4 heures, 5 heures et d'autres sur 2 jours. Donc en fonction des situations ou des secteurs, effectivement la moyenne peut être dire on a un stockage, une réserve de 24 heures. Pour vous donner aussi un aperçu de la longueur des conduites de votre syndicat, donc c'est 200 km de conduite de distribution. Ce n'est pas les conduites des forages, c'est uniquement les conduites qui sillonnent vos rues pour amener de l'eau jusqu'aux habitations. Donc bien sûr, les 200 km, ça concerne l'ensemble des communes du syndicat. Fait marquant sur l'année 2015, donc augmentation de 9% des volumes vendus à d'autres services. Donc c'est principalement Forbach qui a eu besoin de plus d'eau. Donc pareil, Forbach, c'est un transfert qui se fait sur un service que j'ai la chance d'exploiter aussi. On a également remarqué une légère augmentation des volumes vendus aux abonnés domestiques. Bon, c'est surtout si je peux me permettre, les étés chauds qui contribuent un petit peu à augmenter les volumes. Et puis ensuite, le dernier point, c'est le rendement de réseau. Donc on est à 89,5% de rendement. Donc c'est un très bon rendement. Donc pour le Grenelle 2, il doit se situer à 72% pour votre syndicat. Donc vous voyez, on est largement au-dessus du Grenelle 2. Donc il n'y a pas de risque imminent du doublement de la taxe de prélèvement de l'agence. Un point également important qui nous préoccupe au quotidien, c'est tout ce qui est vandalisme, intrusion. Donc sur l'année 2015, on a eu une intrusion sur un réservoir de Frémin-Merlevac, 17 juillet, un soir du 17 juillet. Donc là pour nous, c'est très important de réagir dans les meilleurs délais, puisque vous savez que nous sommes en vigie pirate. Et l'impact peut être très grave, puisque dès qu'il y a une effraction sur un ouvrage d'eau potable, on ne sait pas si c'est juste pour dégrader une porte ou voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou si l'intervenant ou le vandale est mal intentionné et veut réagir ou réaliser ou générer une pollution. Parce que vous savez qu'une fois l'eau
qui se répand dans les conduites. Aujourd'hui, je suis incapable de dire ça va à gauche ou à droite. Donc tous nos sites, bien sûr, sont surveillés et des tests des alarmes sont faits régulièrement. Sur certains sites, comme l'usine de Carrière, bien évidemment, nous avons des caméras et nous enregistrons ce qui se passe autour. Ça nous arrive aussi de mettre des caméras portatives à des endroits stratégiques pour voir ce qui se passe. Donc là, heureusement pour nous, donc on a isolé la cuve et effectivement les analyses n'ont pas relevé de pollution. Donc c'était une alerte sans frais, si je puis dire. Mais bien évidemment, nous avons, et encore aujourd'hui, j'ai vu ça avec mon exploitant en process qui surveille donc votre secteur, donc le secteur de Frémamière-le-Bac, l'hôpital Carlin, de vérifier régulièrement, de faire des tests, générer des alarmes pour voir si tout remonte et à quelle fréquence, puisque vous savez bien, aujourd'hui, nous avons une alarme, si vous ouvrez une porte d'un réservoir, il y a une alarme qui part, ça part sur la centrale, le central, il identifie niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ensuite ça part sur le smartphone du gars qui est d'astreinte. Donc, bien évidemment, ce qui est important pour nous, c'est de dire entre le moment où on a l'incident ou la détection d'un défaut, le temps que ça met avant d'arriver sur le smartphone. Donc aujourd'hui, on est à moins de 5 minutes et on peut dire avec les astreintes et le périmètre, je dirais, où habitent nos cas d'astreinte, on est à moins d'1 heure sur site pour réagir. Par contre, s'il y a un pompage, quel qu'il soit, on coupe directement l'eau. Et je pense que si la situation n'évolue pas, on sera certainement amené à mettre des vannes électriques. Dès qu'il y a une alarme, il y aura forcément une coupure physique avant que le gars arrive. On ne se limitera pas à dire on est là dans 1 heure pour fermer la vanne, pour faire ceci ou cela. Il y aura des équipements complémentaires à mettre en place pour sécuriser justement ces distributions d'eau potable à tous nos clients. Bien évidemment, là je vous parle d'un incident que vous connaissez pratiquement toutes et tous. C'est le 10 octobre. Vous savez qu'il y a eu une importante fuite rue Foch à l'hôpital qui a généré donc une coupure sur de longues heures, trop longtemps pour tout le monde, et qui a mobilisé pas mal d'équipes de métro pour justement remédier à cette situation. Donc je remercie encore M. le maire qui a participé avec plusieurs membres du conseil sur site pour rassurer, pour éviter les désagréments ultérieurs et d'avoir fait passer à bon nombre d'entre vous un message pour les informer ou les tenir au courant de l'évolution de cet incident majeur. Donc là, c'est tout ce que je viens de dire sur la sécurité des ouvrages, hein, où nous avons un point fort, autant qu'on peut parler de qualité en disant les analyses sur 2015, très bien, 100%. Il faut savoir qu'il suffit d'un incident sur un site pour générer une problématique et ensuite de fait également une situation qui peut être très, très grave parce que ça touche tout le monde. Et il faut savoir aussi l'incidence sur une analyse d'eau. Vous ne pouvez pas dire, si vous voyez l'eau, quelle que soit là-bas, je veux dire, en disant, voilà, là je vois l'eau, je fais une analyse rapide, 2 heures après, je sais si l'eau est potable ou pas potable. Donc en règle générale, il faut à minima 12 heures, 24 heures c'est mieux, et réglementaire c'est 48 heures, entre un prélèvement et le résultat final. Donc ce qui veut dire, s'il devait y avoir un incident très grave sur un site, bien évidemment l'eau est coupée, et à ce moment-là, il faut approvisionner tous les clients en eau potable. Ça a déjà été réalisé sur Sarreguemines, où il y a eu un incident, et également une intrusion il y a quelques années sur l'usine de Sarral, où effectivement on
on pouvait croire que, penser que il y a eu une effraction avec suite puisque les cuves d'eau potable de l'usine avaient été ouvertes. Donc, bien évidemment, nous faisons aussi dans le cadre de notre mission des propositions d'amélioration pour bien sûr éviter les fuites, bien sûr, réparer les fuites, ça fait partie de notre métier. Réparer une fuite dans une rue, c'est pas grave, si je puis dire, même si ça perturbe un petit peu, mais en fonction de l'état de la conduite que nous rencontrons, nous faisons des propositions et même un programme pluriannuel de renouvellement de réseau pour justement limiter les incidents qui sont de nature à perturber la distribution d'eau potable au quotidien à nos clients. Puis également, dans le cadre je disais tout à l'heure, ISO 14001, une démarche environnementale, c'est de revoir un petit peu tout ce qui est filière de traitement des eaux de lavage avant de les rejeter vers le milieu naturel. Pour aujourd'hui, elles sont décantées. Demain, je pense qu'on les passera à des décanteurs beaucoup plus performants avant de les rejeter vers le merle. Et puis ce qu'on fera aussi, qui est déjà en cours, c'est que régulièrement, on relèvera au moins 2 fois par jour des compteurs en entrée de certains quartiers pour savoir si le seuil de détection du volume qui transite via le compteur est conforme aux besoins des clients de ce secteur ou si effectivement il est au-delà, ce qui veut dire que nous avons une fuite dans ce secteur. Donc là, il y a 5 gros compteurs qui sont en cours d'installation et qui permettront également d'éviter que vous êtes amené à me dire, ou un client de dire ben, j'ai plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'intérêt c'est de le savoir avant que le client final se rende compte d'une perturbation. Et également, un des derniers réservoirs qui a été acheté par le syndicat lors de l'acquisition en 1990 auprès des houillères, c'est le réservoir de Périghoff, qui pour l'instant n'a pas été réhabilité, qui mérite une cuve de bronze. Comme vous avez pu le constater sur votre réservoir il y a quelques années, où le réservoir a été totalement réhabilité et où M. le maire a insisté pour qu'il soit mis en couleur terre-mer. Oui. Donc là, un point vraiment important dont on parlait, c'est l'évolution du rendement. Donc là, je vous ai mis une courbe sur 5 années où vous pouvez voir l'évolution, grosso modo, je ne vais pas dire linéaire, mais le rendement qui ne cesse de s'améliorer, qui veut dire que le patrimoine du syndicat, avec les efforts qui sont faits, avec la surtaxe que le syndicat récupère à chaque mètre cube vendu, permet de garantir une qualité de service de haut niveau. Maintenant, quelques chiffres sur l'hôpital proprement dit, sur 5 années. Donc, le nombre d'habitants, peut-être à quelques habitants près, je n'ai peut-être pas le bon chiffre. Donc, vous voyez, ça se situe aux alentours de 5500 habitants. Le nombre de clients sur l'hôpital est très stable aussi, 2200 clients. Et le volume vendu, pareil, on est aux alentours de plus de 200 000 m3, une variation de 1,9% entre 2014 et 2015, mais un bel été, c'était pratiquement une évolution chez tous nos clients, communes, hormis si une commune a beaucoup d'industriels, puisque là vous avez peut y avoir des variations. Aujourd'hui, sur les communes où il n'y a que des clients à vocation domestique ou assimilée, la consommation entre 2014 et 2015 était en légère hausse. Le bilan énergétique, donc bien évidemment, quand on dit on envoie de l'eau dans des conduites, ça veut dire on déplace des tonnes. Donc vous voyez bien, on pompe de l'eau du côté de Longeville à 100 mètres sous terre, on ramène en surface 14 km à peu près pour arriver jusqu'à l'usine. Donc tout ça c'est poussé. Il
faut de l'énergie parce que 1 mètre cube, 1 tonne. Ensuite, dans l'usine, bien évidemment, nous avons des traitements où il y a besoin également d'énergie. Et ensuite, cette eau est stockée dans une cage dans le sous-sol de cette usine de 3000 m3. Et de là, vous envoyez de l'eau à une altimétrie quand même relativement importante pour certains châteaux d'eau. Depuis le niveau, par exemple, géographique de l'usine qui est à 220 ou 225 jusqu'à 300 mètres de hauteur d'eau, qu'il y ait le réservoir de rebond. Donc vous voyez, il faut encore de l'énergie, ce qui veut dire que la consommation d'énergie est très importante. On a plus de 6 millions de kilowattheures par an pour l'ensemble du syndicat, qui se répartissent en fonction des installations de reprise, des surpresseurs et bien évidemment les forages. Donc là, pourquoi il y a des différences? Bien évidemment, des pompes sont neuves, elles commencent à se colmater sur toutes les pompes de forage, puisque l'eau brute contient du fer et du manganèse en grande quantité, donc le rendement des pompes chute, et à un moment donné, évidemment, l'économie financière veut que même si elle n'est pas en défaut, on la remplace. Là, quelques engagements forts de Veolia, donc les urgences n'attendent pas, donc vous savez que nous avons un service 24 sur 24, vous pouvez nous joindre. Nous avons des équipes d'astreinte sur la Moselle-Est, donc l'effectif est de 80 personnes et en permanence, il y a 14 personnes qui sont d'astreinte, qui peuvent intervenir sur votre secteur, que ce soit le secteur de Sarreguemines, Forbach, où il y a un besoin criant, si je puis dire. Sur les 14 personnes, bien évidemment, nous avons toutes les compétences, nous n'avons pas besoin de faire appel à un sous-traitant, que ce soit en terrassement, en recherche de fuite, électro-automaticien, laborantin et gestion process. Un deuxième point, c'est les rendez-vous, respecter les rendez-vous. Donc là, pareil, nous avons un gars qui sillonne le périmètre de votre syndicat pour voir les problèmes chez le particulier directement, puisque bien évidemment, il n'y a pas que les pompes principales, il y a également les branchements, les compteurs, un fait du bruit, l'autre il est bloqué. Il y a une petite fuite, un joint à changer, voilà, donc nous essayons de respecter une plage horaire de 2 heures en règle générale, et puis maintenant tous nos gars ils ont des portables, s'ils sont en retard, si l'intervention est bien programmée, en règle générale, pratiquement toujours, on a le numéro du client, s'il est en retard, il passe un coup de fil. J'ai très peu de réclamations à ce sujet. Pour la question de la qualité de l'eau, bien évidemment, une fois par an, je pense que vous vous rendez compte, vous avez sur une des 2 factures qui vous est envoyée, il y a la synthèse de l'ARS qui est jointe. Donc là, vous voyez, bien sûr, c'est qu'une feuille avec la synthèse, mais vous voyez quand même, vous avez quelques chiffres qui sont quand même saillants sur la bonne qualité de l'eau distribuée. Donc encore le point 4, qui est l'eau contrôlée régulièrement et distribuée, on en a parlé, on en a preuve aujourd'hui en disant que nous avons 100% d'analyse conforme. La facture, bien évidemment, vous avez 2 factures qui vous arrivent par an, une qui est une estimation, donc il peut forcément avoir des imprécisions, puisqu'elle est calculée en fonction de la facture antérieure. Donc si vous avez diminué votre consommation pour raison X ou Y, l'estimation suivante, l'estimation ne tiendra pas compte, donc il y aura la régularisation qui se fera sur la facture suite au relevé physique qui est encore fait sur votre syndicat. Donc bien évidemment l'installation de branchement, c'est devis, pareil, nous avons un bordereau de prix qui est annexé au contrat d'affermage, donc c'est pas Veolia qui fait le prix comme il veut. Donc le contrat d'affermage et c'est bien fait, avait prévu un bordereau de prix pour tout ce qui est travaux, donc tous les branchements qui sont établis ainsi que les factures tiennent compte de ce bordereau de prix annexé au contrat. Donc aujourd'hui, pour les démarches, bien évidemment, de moins en moins les gens se déplacent à nos bureaux qui sont donc basés à Forbach, ZD Carrefour de l'Europe. Vous pouvez faire via Internet, vous pouvez faire toutes vos démarches auprès de nos services par Internet, service client central, ou bien évidemment, si vous le souhaitez, bien évidemment, on vous accueille volontiers sur notre site de Forbach où il y a un accueil physique tout au long de la semaine, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h.
schématiquement, un petit peu le syndicat, il faut se repérer. Moi, je me repère, mais bon, j'ai l'avantage de connaître les sites. Donc, vous voyez tout à gauche, nous sommes à Longeville. Là, vous voyez les points ronds, c'est les différents forages. Vous avez un réservoir qui est en haut, plus à gauche. En haut, c'est un réservoir tampon qui est au Barrois. C'est un réservoir qui a été construit de 2000 m3 à l'époque, dans les années 90-93, qui toute l'eau de la Houve était stockée dans ce réservoir avant de rejoindre l'usine Carrière. Donc nous on l'a gardé, il fait tampon. Et ensuite vous avez schématiquement les différents réservoirs, et également si vous voyez les S, c'est des pompages intermédiaires pour alimenter nos clients avec une pression confortable et qui permet d'utiliser les appareils électroménagers et également surtout prendre une douche avec une pression, je dirais, constante. Un point important, donc les réparations que nous faisons tout au long de l'année. Donc sur les canalisations, nous en avons fait 57 en 2015. Donc pas de grosse différence par rapport à 2014, donc on varie entre 50 et 60 fuites par an. Donc il n'y a pas que l'hiver qui est préjudiciable pour les fuites. Quand c'est sec, on a autant de fuites qu'en hiver. Donc tout au long de l'année, mes équipes font des fuites. Bien évidemment, ils ont un périmètre très grand. Il n'y a pas que sur le syndicat du Midbank qu'ils interviennent depuis Forbach, puisqu'on a Forbach, on intervient également, pas que la ville de Forbach, toutes les communes autour, Petite-Rosselle, Stiravondel et le rural. La dernière commune rurale du secteur, si je puis me permettre, c'est Ypres. Donc bien évidemment, on a aussi des fuites sur les branchements, puisqu'il y a 7000 branchements. Donc là, quand on répare une fuite, on vérifie la résistance mécanique du tuyau en place. La plupart du temps, si les branchements ont un certain âge, donc 40 ou 50 ans, on procède à des renouvellements de branchements. Donc tout au final, cela nous fait 350 fuites réparées sur l'année pour 2015, donc vous voyez à peu près une fuite par jour sur votre syndicat. Là, schématiquement, les forages en plus grand, avec, bon, je ne sais pas si on les voit, donc les côtes piézo et les lignes piézo et les TL, et même le type de pompes qui sont installées au niveau des différents forages. Donc c'est des pompes qui font grosso modo entre 40 et 55 kW. Ils produisent en règle générale 100 m3 heure. Et vous voyez, ils sont raccordés à une conduite maîtresse qui rejoint à un moment donné l'usine. Donc les deux forages qui sont les plus proches, qui sont en limite l'hôpital Saint-Avold dans la Carrière, c'est à droite, en haut, sous Veolia, les forages qu'on appelle F1, F2, que vous pouvez voir en allant, en vous approchant du belvédère que vous avez au bout du chemin un peu plus loin que votre réservoir. Donc vous voyez les ouvrages de ces forages. Donc en fin de compte, c'est carrément que des petits caissons où vous avez une alimentation électrique et puis bien évidemment de la pompe où vous ne voyez rien, puisque c'est dans un regard, vous avez une pompe qui est plongée à une centaine de mètres. Voilà pour ma présentation. Donc si vous avez des questions à votre disposition sur... Oui, mais j'aimerais savoir... Voilà, vraiment, je te remercie déjà pour ton exposé très complet. Je crois que c'est le type d'entendre de voir les choses dans le détail. Tu as fait ça avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de passion. On sent comme tu aimes ton métier et nous on est contents parce que derrière on récupère de l'eau de bonne qualité. Voilà, je te remercie très sincèrement. Par rapport aux deux exemples, par rapport à la remontée des autres exemples. Oui. En fait, on prend les pompes, et si on arrête de pomper, Pour l'instant, je crois qu'aujourd'hui le pompage est sur les eaux d'Exor, dans les différentes fuites, que ce soit à Reichswald, Winter ou Forbach.
de pompage est permanent. C'est-à-dire sur Vouters, on monte aujourd'hui peut-être à 200 mètres cubes, sur Fompac, on est à 130 mètres cubes heure. Donc ça permet de ralentir la remontée de la nappe. Bien évidemment, aussi, nous faisons plus pour le BRGM de nombreuses analyses sur cette eau qui est rejetée, que ce soit sur l'eau brute, dès qu'elles arrivent avant aération sur les lagunes, on fait des analyses, on fait également lorsqu'ils sont rejetés au milieu naturel. Sur Vouters, par exemple, les eaux traitées sont rejetées dans la mer. Sur Fompac, ça traverse le Haut-Clavel et ça rejoint la Rochelle. Bien évidemment, la qualité de l'eau, au fil des années, devrait s'améliorer. Et rien n'est impossible que dans une vingtaine d'années, cette eau, par des traitements spécifiques, puisse être transformée en eau potable. Ça, c'est pas tellement la compétence de Veolia, ça, c'est la compétence de BRGM. Voilà. Même si eux sont partie prenante, après, pour une partie de l'eau, mais c'est le problème de BRGM. C'est-à-dire le bureau des recherches géologiques et minières, qui surveille ces opérations-là, et il est clair que pour éviter les inondations de quartiers entiers, en particulier sur Rosebrook et Morsval, eh bien, les eaux d'exemple continuent à être pompées, sans recherche naturelle, après le traitement, comme tu l'as expliqué. Voilà, d'autres questions? Bon, bah écoutez, on va rester là, donc il n'y a pas de vote sur ce point-là, il y a simplement donc, à prendre acte de cet exposé de M. Raymond Edouard, que je remercie une fois encore. Bien. Nous passons au point numéro 3. Avec l'association sportive Football Club de l'Hôpital. Gilbert. Les dispositions relatives à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques rendent obligatoire les conventions avec les associations qui reçoivent des subventions supérieures à 23 000 €. En 2016, la ville a décidé de renouveler son soutien au club de football pour l'attribution de subventions et de réactualiser la convention liant la ville et le club. Il demande du conseil municipal d'approuver la nouvelle convention d'objectifs avec l'association sportive Football Club de l'Hôpital et d'autoriser M. le maire à signer tout document s'y rapportant. Voilà, donc c'est une décision très formaliste, qui consiste donc à recasser une convention avec le club, puisque la subvention versée dépassait 23 000 €. Des questions? Oui. Oui, j'ai rené un peu la convention, mais bon, ce que je regrette, c'est que dans la convention, il n'y a pas marqué la mise à disposition, comme je crois, par la commune, de l'entraîneur et du secrétaire qui a pris en charge par la commune. Ah non. La commune ne met pas l'entraîneur à disposition. L'entraîneur est un éducateur sportif, il fait partie de l'effectif communal. Il peut faire autre chose. Hein. Oui, mais les Pays-Bas. D'ailleurs, il va être en disponibilité par ce marché. Donc il n'est plus entraîneur par ce marché. Non, parce qu'on marque tous les biens et tout qu'on met à disposition du club de foot, il faudrait mettre aussi le personnel peut-être dans la convention. C'est plus le cas. Moi j'aimerais juste intervenir sur la somme, ça me paraît quand même une somme importante pour le niveau auquel ils évoluent actuellement. On parlait des difficultés des communes avec les baisses des dotations et tout, et quand je vois une somme de 23 000 € sans compter la mise à disposition des locaux, de l'eau, de l'électricité, peut-être des entraîneurs, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font avec 23 000 €? C'est beaucoup. Je veux dire, voilà, après, le budget je suis pas anti-sportif, mais je me dis c'est énorme. Le budget global du club est de 60 000 € pour fonctionner. Hein. Donc il y a quand même plus de 120 gamins qui jouent, qui se déplacent, qu'il faut équiper. Ça coûte très cher. Vous savez que les arbitres, enfin, je ne sais pas si vous savez combien coûtent les arbitres par dimanche et par match. Combien coûtent les cartons? Un carton jaune c'est 40 €, un carton rouge c'est 90 €. Enfin, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les clubs dans toutes les petites communes disparaissent et souvent se regroupent quand ils le peuvent. Hein. Mais en tout cas, c'est de l'argent qui est utilisé utilement pour les gamins de notre ville. Oui, mais un club équivalent dans le secteur, on voit bien que c'est pas 23 000 €. Moi, je connais plein de clubs aux alentours. En PHR, c'est entre 10 000 et 12 000 € pour le fonctionnement. Oui. Après, là, je vois 23 000 €. Ah, ils ont peut-être d'autres ressources parce que si tu veux parler du club de Saint-Avold, il y a beaucoup d'entreprises, des sponsors, etc. Ça fonctionne autrement. Voilà, Carlin, ils évoluent à un niveau en dessous, ils n'ont pas 23 000 €. Hein.
Oui. Je ne sais pas s'ils ont 10 000, peut-être même Ah, pas. je ne sais pas combien ils ont licencié. Mais moi, c'était juste sur l'aspect, on dit qu'il faut faire des économies. Je crois qu'il faut que tout le monde en fasse. Quoi. Un peu comme l'intervention que j'ai fait l'année dernière sur le tennis. Je n'ai rien contre le sport, mais je me dis qu'il faut trouver un certain équilibre pour que tout le monde soit content et qu'il n'y ait pas, ça ne provoque pas des jalousies ou des tensions par rapport à la pratique. Et peut-être remettre aussi en avant le bénévolat. Il faut arrêter de dire tout entraîneur doit être payé. La passion, elle va l'emporter sur le. Non, mais c'est à nous d'impulser ça. C'est trop facile de dire bah, si on ne paye pas, je Non, mais c'est facile de dire il faut des bénévoles. Trouver. Mais il y en a partout. Non, mais pas trouver. À tous les endroits. Déjà les parents. Ah, ben, tous les endroits. Féliciter les parents. Non, mais Les bénévoles qui sont prêts à sacrifier leur dimanche, leur soirée en semaine pour suivre les gamins, il faut les envoyer. je suis persuadé qu'il y en a. C'est sûr qu'il faut revoir un petit peu tous les critères de subvention voilà, je veux dire, c'est un travail de fond à refaire. Moi, je peux te dire, en tant que président du Picot, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais ça, je peux le dire dans tous les clubs. Partout. Mais à un moment donné, c'est trop facile de donner de l'argent parce que là, on n'aura plus du tout de bénévoles parce que bon, on est payé. Justement, il faut redonner un petit peu ces lettres de noblesse au bénévolat en disant voilà, il faut participer à la vie de votre ville, on peut rentrer de l'argent comme il y a eu la fête du chou. Je veux dire, il y a plein mais je pense qu'il faut redéfinir des critères avec les associations pour leur dire voilà, moi je vous donne une somme, mais en contrepartie, vous vous engagez à. Ou vous retrouvez des bénévoles via les parents. Je veux dire, il faut retrouver d'autres méthodes. Je ne dis pas que ça coûte pas cher l'encadrement, je le sais très bien, mais on parle toujours d'économie et tout. Donc à un moment donné, il faut aussi que les bénévoles, les gens dans les clubs comprennent qu'on ne peut pas aujourd'hui donner 23 000 € à une association. Et qui plus est, qui joue à un niveau très bas. Quoi. Merci encore, c'était niveau régional ou national. Mais là, c'est vraiment, je veux dire, voilà quoi. Puis des quand même forfait parfois. Hein. Surtout, mais ça après je m'en fous moi du résultat, mais c'est de redonner une certaine transparence à tout ça. Quoi. Mais je suis Voilà, on a pris note. Oui. J'avais encore une question. Où c'est qu'on peut consulter les comptes d'exploitation de l'association? Puisqu'on vote le budget, on devrait quand même savoir ce qu'ils en font. Je sais que vous les recevez pour valider les trucs. Ils sont examinés à l'Assemblée Générale. Hein. Ils sont examinés régulièrement à l'Assemblée Générale. Donc autrement, on peut pas en avoir connaissance. Et ils se sont fournis lorsqu'ils déposent leur demande de subvention. Ça fait partie des éléments qui constituent le dossier de demande de subvention. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut en avoir une copie? Bien sûr. Bien sûr. C'est tout. Voilà, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à la signature de cette convention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Point adopté, je vous remercie. Nous passons au point numéro 4, carte d'achat public. Je passe la parole à Valentin. Alors, le principe de la carte d'achat est de déléguer aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l'activité des services en leur fournissant un moyen de paiement offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. La carte d'achat est une modalité d'exécution des marchés publics, c'est donc une modalité de commande et une modalité de paiement. La ville de l'Hôpital souhaite se doter d'un outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs. Il est proposé de contracter auprès de la Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne la solution carte achat pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction, donc jusqu'à 3 ans. La solution carte achat de la Caisse d'épargne de Lorraine sera mise en place au sein de la ville à compter du 1er octobre et ce jusqu'au 30 septembre 2019. La ville procédera via son règlement intérieur à la désignation du porteur et définira les paramètres d'habilitation de la carte. Quand on parle de désignation du porteur, je précise que le porteur doit être un des agents de la commune et ne peut pas être un élu. Cette solution de paiement et de commande est une carte à autorisation systématique fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la ville. Tout retrait d'espèces est impossible. Le montant plafond global de règlement effectué de la carte d'achat est fixé à 7 000 € pour une période annuelle.
La Caisse d'épargne de Lorraine s'engage à payer aux fournisseurs toute créance née d'un marché exécuté dans un délai de 48 heures. Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente mise en place de la carte d'achat dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa du décret relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat. La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne de Lorraine, retraçant les utilisations de la carte d'achat, du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la communauté procède au paiement de la Caisse d'épargne. La commune paiera ses créances à l'émetteur dans un délai de 45 jours. La cotisation annuelle par carte d'achat est fixée à 50 € par carte. Il n'y aura qu'une seule carte. Une commission de 0,2% sera due sur toute transaction sur son montant global. Le taux d'intérêt applicable au portage de l'avance de trésorerie à la commune est l'index IONIA auquel s'ajoute une marge de 1,4%. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de ce moyen de paiement et d'autoriser M. le maire à signer tout acte y afférent. En fait, ça fonctionne comme une carte de crédit, simplement ça permet effectivement de faciliter les commandes, notamment sur des fournitures, notamment informatiques, c'est là où on s'en servi le plus souvent, d'acheter sur des sites internet, de régler. C'est un agent de la commune qui sera le dépositaire de la carte. Et voilà. Bien, alors des questions? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce point? Personne. Qui s'abstient? Donc Christophe 2, Reichstadt 2 et 3. Bien, nous passons au point numéro 5 qui concerne la fiscalité. Le contexte de baisse historique des dotations de l'État, je le rappelle une fois encore pour notre commune, on est passé de 1,2 million de dotations en 2011, aujourd'hui en 2016 à 340 000, ce qui veut dire qu'on a perdu entre-temps, progressivement jusqu'à maintenant, 700 000 € par an. C'est des sommes considérables et pour être certain de pouvoir faire face aux dépenses de fonctionnement, sans même parler d'investissement, nous n'avons plus d'autre choix que d'augmenter la taxe d'habitation et nous proposons d'augmenter également la taxe foncière de 5%. Je rappelle que depuis que je suis maire, nous n'avons jamais augmenté la taxe d'habitation. C'est la première fois. Nous avons pris rendez-vous avec la responsable des finances dans les services de la sous-préfecture pour examiner si le montant de la dotation qui nous était accordée était conforme à la réglementation et on a appris avec un petit peu de surprise que lorsque les communes, les collectivités n'augmentaient pas les impôts, eh bien ça avait une incidence également sur la baisse de la DGF. C'est un petit peu bizarre, mais voilà un petit peu ce qu'on nous a expliqué. Donc il y a deux séries de raisons qui nous amènent à proposer donc une augmentation de 5% de la taxe d'habitation et de 5% de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Voilà, des questions? Oui? Ouais, moi je trouve déjà 5%, bon, c'est une augmentation déjà quand même pour les particuliers et tout, mais on a quand même l'abattement de l'année dernière déjà, hein, de 15 à 5%, qui faisait donc automatiquement une augmentation de la taxe d'habitation. En plus que cet abattement, il a été retransmis, puisque la Comcom, sur le budget de la Comcom, ils ont tenu compte aussi de cet abattement de 15 à 5%. Ça fait, on a payé sur la Comcom, on a eu moins d'abattement et sur la commune. Oui, parce que la Comcom n'est pas énorme. Hein. Bah, C'est pas énorme, ça. Hein. pour moi, personnellement, ça me fait déjà 60 €, sans les 5% à venir. Ben non, mais c'est sûr que quand on augmente la taxe d'habitation, ça coûtera plus cher, ça c'est évident. Ouais. Ça c'est évident. Bon. Mais je trouve
qu'on augmente dans des proportions extrêmement raisonnables. Je rappelle par ailleurs également que sur la commune de l'hôpital, mais vous savez peut-être, seuls 50% des ménages payent la taxe d'habitation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont exonérés pour différentes raisons. Et donc, on est dans une situation maintenant où on ne peut plus faire autrement que de penser à l'augmentation des recettes fiscales des administrés. Oui, mais quand on regarde par rapport au taux qu'il y a dans les autres communes avoisinantes, ils sont quand même tous beaucoup plus bas que nous déjà. Non. Bon, On est à peu près sur les 10 communes de l'intercommunalité. Je peux vous dire, il y en a 2 qui sont au-dessus, et les autres sont dans les mêmes, autour des 20. Autour des 20, hein. Une seule est en dessous. Ça représente combien en termes d'argent? C'est entre 400 000 et 500 000 euros? Non, Non? 100 000. Combien? 100 000 euros. La totalité. Taxe foncière et d'habitation, 100 000 euros. Taxe foncière et taxe d'habitation, 100 000 euros. Fonctionnel sur les bases de 2016. Bon. Ça fait une augmentation pour faire 5 000 euros de plus, quoi. Ça fait une augmentation qui rapportera 5 000 euros à la commune, quoi. Non, Mais non, 100 000. Ah, qui ramène 100 000. C'est l'augmentation, c'est pas le total, oui. non, 100 000. 100 000 euros de recettes supplémentaires. Voilà, très bien. Mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Donc 3 et 2. Qui s'abstient? Personne. La proposition est acceptée. Je vous remercie. Et nous passons au point 6, adoption de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Denis. Alors, l'article 1407 bis du Code général des impôts ouvre depuis la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, la loi ENL, la possibilité aux communes qui le souhaitent d'instaurer une taxe d'habitation sur les logements vacants. Cette mesure réservée aux logements vacants depuis plus de 2 ans a pour objectif d'inciter les propriétaires à injecter leurs biens dans le circuit locatif, le cas échéant en les réhabilitant ou en les cédant. Il est proposé au conseil municipal, dans le cadre de sa politique volontariste en matière d'habitat, de mettre en place cette taxe à compter du 1er janvier 2017. Donc les conditions et les modalités, vous les aviez dans l'annexe au point 6. Voilà, je crois que c'est clair, c'est quelque chose qui est destiné à encourager à ne pas laisser de logements vacants. Je vous rappelle que sur la commune aujourd'hui, les dernières statistiques font état de 100 logements vacants. Donc, pour des raisons diverses. Hein. Et je crois que cette mesure va encourager ou à louer, ou à réhabiliter, ou à vendre. Mais en tout cas, à ne pas laisser les logements inoccupés. Des questions? Oui. Ouais, dans l'annexe, il y a quand même marqué 286 logements qui ont été identifiés. Quelle page? Bah, deuxième page, hein, là. Moi, je me réfère aux chiffres que j'ai en tête et qui viennent de... Non, là, bah... qui viennent du SCOT, là. Qui viennent du SCOT et qui disent qu'il y a à peu près... Effet escompté sur l'hôpital, 286 logements. Ah oui, donc ça empire. Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais bien savoir où c'est qui se situent tous ces logements, qui seraient assujettis à la taxe, puisque si on enlève toutes les exceptions qu'il y a, hein, les logements qui sont en vente et tout ça, qui ne sont pas assujettis à cette taxe, il n'en reste plus grand-chose après. Hein. Parce que les logements qui sont depuis moins de 2 ans ne sont pas assujettis à la taxe. Ceux qui ne sont pas louables, c'est-à-dire qui ne sont pas retapés, pas en état, ne sont pas assujettis. Il ne va pas rester grand-chose. Hein. On verra. On verra. En tout cas, je crois que c'est une mesure de justice sociale et d'équité, c'est évident. Voilà, pas d'autre intervention. Alors je propose de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de cette taxe sur les logements vacants? 3 et 2. Qui s'abstient? Personne. Nous pouvons passer au point numéro 7, dotation des équipements et territoires ruraux. Je passe la parole à Charles Muller. Par une délibération du 29 février 2016, la ville a adopté les plans de financement arrêtés pour les projets suivants. Zone de loisirs, acquisition de matériel et de logiciels pour les écoles, aménagement, tennis.
Les subventions suivantes ont été attribuées. Zone de loisirs, 46 231,60 €, soit un taux de 20% sur une dépense estimée à 231 158 €. Acquisition de matériel informatique, 14 374,40 €, soit un taux de 40% pour une dépense totale de 35 936 €. En raison des fortes baisses des dotations auxquelles la ville est confrontée et en accord avec la sous-préfecture de Forbach, il a été décidé de reporter le projet de création de zones de loisirs. La subvention qui lui a été attribuée sera reversée pour un montant de 25 000 € à l'aménagement du tennis club. Le plan de financement arrêté est le suivant. DETR, 25 000 €, 50% de sollicités. Racaille Club, 15 000 €, 30% sollicités. Et la ville de l'hôpital, 10 000 €, 20%. Voilà, des questions? Oui. Le coût de l'aménagement du tennis, il n'est pas noté là. Pardon? Le coût de l'aménagement. Si, c'est 50 000. 50 000, on va. Tout ça. 50 000. Au tableau, c'est marqué 50 000. Oui. Non, mais du tennis spécialement, là il y a la zone de loisirs 46 000, le matériel informatique 14 000 et le tennis. Non, c'est-à-dire au départ, c'est expliqué plus haut. Au départ, on avait déposé. Ouais, je me rappelle, on avait déposé donc, 3 dossiers. Sur les 3, 2 ont été retenus, la zone de loisirs et les logiciels pour les écoles. Mais comme on ne réalisera pas le projet zone de loisirs, puisque c'est un projet qui coûte 3 000 €, on est intervenu auprès de la sous-préfecture, et donc cette aide qui était au départ de... c'est ça, je vois. 46 000 s'est transformé en 25 000 sur le projet tennis. Voilà. Et donc, dans le tableau subvention, c'est additionner les 25 000 aux 15 000 ou ça remplace les 15 000? Aussi, l'État... Ça fera 40 000 alors pour le tennis. L'État verse 25 000, le rachet club met 15 000, la commune met 10 000, total 50. Voilà, d'autres questions? Oui. Et qu'est-ce que c'est ces travaux d'aménagement? Alors il s'agit de refaire le toit du clubhouse, pas la partie côté, le toit du clubhouse, parce qu'il y a des problèmes d'étanchéité, et d'aménager le volume qui se trouve à l'intérieur du bâtiment et qui permet aux spectateurs d'assister au match. Actuellement, c'est un lieu ouvert assez sale, donc il s'agit de mettre du vitrage, de l'aménager, de l'isoler, etc. Et il y en a un pour un montant de combien? 50 000. Ah, c'est le montant total, 50 000, des travaux, quoi. Oui, j'ai fait. Non, parce que quand je regarde comme ça fait le montant de subvention. Oui. Voilà. Non, c'est le montage. Il y a le Ouais, c'est le montage. Ouais, c'est le montage complet, quoi. C'est le montage financier de l'opération. Voilà, pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Donc, qui s'oppose à ce projet? Personne. Qui s'abstient? 3 et 2. Je vous remercie. Et nous arrivons au point 8, convention tripartite entre la ville de l'hôpital Lafade de la Moselle et la SCI Afadimo, annulation de la délibération du 14/3/2016. Je passe la parole à Madame Levé. Dans l'attente de précision quant à l'arpentage du terrain rétrocédé, il est proposé d'annuler la délibération date du 14 mars 2016.4. Oui, par cette délibération, donc, on avait décidé de céder donc, le terrain destiné à la construction de la maison de la petite enfance. Entre-temps, et ce sera l'objet du point suivant, on a fait un échange de terrain avec un particulier qui va empiéter sur le terrain qu'on voulait céder, donc il faut recommencer l'arpentage si vous voulez. D'une part, et d'autre part, on va pas céder tout le terrain, l'ensemble des terrains, parce qu'il n'y a besoin que d'une partie du terrain. Donc maintenant, dans l'attente de l'arpentage, on reprendra une délibération de façon précise et définitive dans un mois lorsqu'on aura tous les éléments. Donc, en attendant, pour être tranquille, on annule la délibération du 14. Voilà. Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette annulation? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie.
Et nous en arrivons au point 9, échange de terrain rue de la Vallée entre la commune de l'Hôpital et la SCI IMES. Je passe la parole à Charles. Le conseil municipal est informé qu'il convient de procéder à un échange de terrain entre la commune de l'Hôpital et la SCI IMES, représentée par M. Benbouzid Mohamed, afin de lui permettre un accès à l'arrière de son terrain. La commune de l'Hôpital cède à la SCI IMES en section 26 la parcelle numéro 777, une contenance de 0A48 issue du PVA numéro 161 OR et 161 AL, ainsi que la parcelle numéro 779, une contenance de 0A28 issue du PVA numéro 177K. En contrepartie, la SCI IMES cède à la commune de l'Hôpital en section 26 la parcelle numéro 709, une contenance de 5A61, ainsi que la parcelle numéro 775, une contenance de 0A13 issue du PVA numéro 1610R et 1611L. Cet échange se fera sans soule. Les frais de l'arpentage réalisés par le cabinet Portela de Frémin-Merlevac ainsi que l'acte d'échange rédigé par Maître Puy, notaire à Saint-Avold, sont à la charge de la SCI IMES. Voilà, donc vous avez le plan sous les yeux. Donc vous voyez, nous on cède la parcelle 777 qui est en fait le jardinet qui se trouve devant la maison, c'est le domaine public, on va le rendre à son propriétaire, ce qui est normal, et on cède une bande de 1,50 m de la parcelle 779 qui longe le terrain, et qui empiète sur le projet maison de la petite enfance. Et en contrepartie, la SCI IMES nous cède la parcelle 775, c'est le triangle que vous voyez en haut à droite, et puis toute la parcelle 709 qui est un prolongement de la parcelle 708. Voilà. Oui. L'accès de la parcelle 709, puisque là il y a officiellement plus d'accès, ça sera par les autres terrains à côté. Non, mais les terrains à côté sont à nous. Ouais, c'est ceux qui sont prévus pour la maison de la petite enfance. À l'heure actuelle, la parcelle 709 est inaccessible. Oui, mais elle sera accessible par la maison de la petite enfance, quoi, en fin de compte. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Ok. La maison de la petite enfance, elle va s'arrêter en gros, je dirais, au milieu de la parcelle 708. Enfin, si on trace un trait. Si on trace un trait. Bien, qui s'oppose à la proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Nous en arrivons au projet de plan local de l'habitat, PLH, qui a déjà été adopté en conseil communautaire, mais qu'on nous demande maintenant ici d'adopter donc en conseil municipal. Je rappelle que ce sont toutes les règles qui émanent de ce plan de l'habitat viennent du Grenelle de l'environnement, qui doit se décliner dans le SCOT et qui doit se décliner dans le programme de l'habitat, qui est une compétence de la communauté de communes. Alors, les orientations, vous les voyez, développer les résidences principales diversifiées et durables répondant aux besoins des ménages. Je passe les objectifs, vous les avez sous les yeux, vous les avez lus. L'orientation 2, c'est valoriser le parc ancien pour proposer notre qualité en centre-ville. L'orientation 3, c'est accompagner les ménages dans la diversité de leur parcours résidentiel. L'option 4, c'est réaffirmer un pilotage intercommunal au service de la mise en œuvre opérationnelle du PLH. Les communes ainsi que les établissements publics chargés de l'élaboration du SCOT rendent un avis sur le projet arrêté dans un délai de 2 mois. Au vu de cet avis, une délibération sera à nouveau soumise au conseil communautaire pour amender en tant que de besoin le projet de PLH qui sera alors transmis au préfet. Ce dernier sollicitera l'avis du comité régional de l'habitat. Au terme de ces consultations, le PLH sera proposé au conseil communautaire pour adoption. En cas de demande de modification par le préfet, le PLH ne deviendra exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au préfet d'une délibération apportant ces modifications. Vous voyez, c'est une opération administrativement longue et compliquée.
compliquée et tortueuse. Voilà, des questions. Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce projet de PLH? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous arrivons au point 11, contrat d'assurance des risques statutaires. Je passe la parole à Roland. Donc, les avez. La commune de l'Hôpital a, par délibération du 30 novembre 2015, demandé au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de souscrire pour son compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application des articles portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret de 86. Le maire expose que le centre de gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter la proposition suivante, donc de confier cette assurance à Groupama via le courtier gestionnaire Saint-Honoré, la société Saint-Honoré, durée du contrat à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, puisque ce sont des périodes de 3 ans. Le régime du contrat est un contrat par capitalisation. Les préavis, l'adhésion est résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois avant l'échéance du 1er janvier. Donc, ça aura pour effet pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, donc pour couvrir les risques d'essai, donc il y a une cotisation de 0,16%. Pour le temps partiel thérapeutique, couvrira le temps partiel thérapeutique, la mise en disponibilité d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire, c'est compris dans les taux. Et vous avez vu que seule la première option, donc sans franchise, est biffée pour ce qui concerne les accidents et maladies imputables au service. Là, il s'agissait des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL. Pour les agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents contractuels de droit public, donc affiliés à l'IRCANTEC, les risques couverts concernent l'accident du travail, accident de trajet et maladies professionnelles, graves maladies, maternité, y compris les congés pathologiques, adoption, paternité et accueil de l'enfant, maladie ordinaire, reprise de l'activité partielle pour motif thérapeutique. Avec une franchise de 10 jours calendaires consécutifs par arrêt en maladie ordinaire, au taux de 1,17%. Au taux de l'assureur s'ajoute 0,14% pour la prestation d'administration du contrat par le centre de gestion. Celui-ci s'applique annuellement à la masse salariale assurée. Donc il s'agit aujourd'hui d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat d'assurance, les conventions résultant et tout acte y afférent. D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion au centre de gestion et les actes s'y rapportant, de charger, monsieur le maire, à résilier si besoin est le contrat d'assurance statutaire en cours, de prévoir les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la contribution relative à la mission supplémentaire de caractère facultatif du centre de gestion. Donc, c'est une décision qu'on avait prise ensemble en novembre 2015, de confier ça au centre de gestion. Le centre de gestion nous donne la copie et voilà les meilleures conditions qu'on nous propose. Donc je vous propose de valider cette... On propose à toutes les collectivités adhérentes au projet du centre de gestion. Amen. Voilà, pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à la signature de ce contrat d'assurance des risques statutaires? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 12. Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestion
L'indemnité de fonction des résultats est une prime attribuée aux attachés et au directeur général des services. Cette indemnité voit son régime modifié à compter du 1er janvier 2016. Chaque collectivité est libre de modifier ou maintenir son taux. Le comité technique, en date du 13 mai 2016, a émis un avis favorable au maintien du taux actuel. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ce nouveau régime indemnitaire, confère le projet annexé pour les cadres d'emploi de catégorie A de la filière administrative. Voilà, donc, une disposition administrative ordinaire. Pas de questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce point? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous arrivons au point 13, une modification du tableau des effectifs. Il est proposé de nommer à compter du 1er novembre 2016 un agent technique deuxième classe stagiaire en remplacement d'un départ en retraite et de créer à compter du 1er décembre 2016 un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet et d'adopter le tableau des effectifs en ce sens. Oui. Je voulais juste demander, est-ce que la personne qui viendra en tant que rédacteur principal, c'est une personne qui est déjà dans les services qui... Non, pas actuellement. C'est une personne qui va être importée, quoi. Qui pourrait être embauchée. Qui pourrait être embauchée. Donc avec le diplôme de rédacteur, parce que c'est quand même une catégorie à part. Hein. Oui. Ouais. On parle d'effectifs, est-ce qu'il y a un DGS ou pas? À l'heure actuelle, non. Toujours pas? Non. Bah, c'est ça. En fait, c'est Ah oui. c'est l'idée. Donc le rédacteur, de moins la personne qui sera embauchée en rédacteur, ça sera le nouveau DGS, quoi. Du moins, il fera fonction de DGS, quoi. Oui, oui. Pas la fonction, ouais. La fonction. Voilà, bien, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette modification du tableau des effectifs? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et nous en arrivons au point 14, rationalisation de l'éclairage public, monsieur le maire. La ville a décidé de reconduire le dispositif de réduction d'éclairage public. Suite aux économies réalisées, des améliorations seront toutefois apportées. L'éclairage sera maintenu dans les zones à risque et la ville renforcera sa signalisation des obstacles sur les voies afin de garantir la sécurité routière. Le dispositif sera mis en place progressivement courant octobre. Un premier bilan de l'opération sera présenté à l'Assemblée au cours du second semestre 2017. Il est demandé au Conseil municipal de valider le projet et d'autoriser M. le maire à signer tout acte y afférent. Comme se dit que la dernière fois, on a gagné quand même 32%, cela faisait 22 millions. Et moi je trouve qu'on en avait fait la moitié, on aurait dû améliorer encore. On n'aurait pas dû recommencer. Personnel. Hein. Bon, donc l'idée, c'est l'éclairage, un lampadaire sur deux, voilà, ou une ampoule sur deux, comme on l'a fait en deuxième phase, on va dire, rappelez-vous, parce que tout d'abord on avait coupé l'éclairage entre minuit et 5 heures, ensuite on a remis un sur deux, donc on va progressivement, on propose de remettre progressivement l'éclairage, un lampadaire sur deux. Vous avez vu dans la presse cette semaine encore que d'autres communes, il y a 6 000 communes en France actuellement, qui ont mis en place des dispositifs comparables et qui consistent à réduire le coût de l'éclairage public. Il y a même un label qui s'appelle les villes étoilées pour celles qui font les efforts pour réduire la consommation d'énergie électrique pendant la nuit. Voilà. Oui. Ouais, mais pour l'instant, il y a toujours un lampadaire sur deux qui fonctionne. Pardon? Donc on repasse au système d'un lampadaire sur deux. Et justement, pourquoi me le faire qu'en hiver alors que c'est... Mais non, ça reste. Ça sera, oui, Toute l'année, ça reste. Ah, c'est ça, parce que là, j'ai pas compris pourquoi on est sur le... Oui, je crois que Ça, c'est très bien. Ça restera, ça Les gens, ils étaient satisfaits là. Mais ce sera amélioré parce que c'est vrai que qu'est-ce qui avait fait prendre la décision de revenir en arrière la fois dernière, c'est le nombre de citoyens qui se sont plaints parce que justement dans tel cas particulier il fallait. Donc on va rendre le dispositif un peu plus intelligent en disant là il y a un danger évident, donc effectivement là il y aura peut-être même 2 lampadaires qui vont continuer. C'est pas 1 sur 2, il y en aura peut-être 2 qui vont fonctionner, et
partie là-bas et normalement on va essayer de jouer, mais pour que ça reste pérenne. Voilà. Et même c'est l'approche qui est importante. C'est expliquer aux gens via l'action, peut-être faire une petite page réservée à ça en expliquant les économies, en disant que 1 sur 2 c'est quand même c'est suffisant, on l'a vu, on l'a remarqué. Hein. Moi, l'expérience a montré que c'est partout, c'est parfait. Hein. C'est évidemment pas le même confort que la totalité, mais c'est absolument suffisant. Bien, je vous propose de passer au vote. Une question. À la rue du Sud, il y a un bloc, il y a des gros projecteurs, c'est normal qu'ils brûlent tout le temps. C'est pas nous. Ça, c'est pas nous, ça, c'est l'OGS. Ils brûlent toute la nuit, hein. Si on fait des économies, ils peuvent aussi les éteindre la nuit. Ah oui. Ah ouais, ils sont riches. Ils sont riches. Non, parce que moi, chez moi, c'est bien éclairé. Hein. L'éclairage des monuments. Pas besoin d'allumer une lumière. L'éclairage des monuments la nuit, c'est ça. C'est vrai parce que tu fais des économies là-bas aussi. Moi j'ai une question, en économie sur notre éclairage, comment ça se fait qu'aux ateliers les lampadaires sont pratiquement allumés H24? Ça sera fait également. Parce que là-bas, c'est vrai que tous les gens y râlent, l'hôpital était dans le noir, quand on était entièrement dans le noir, l'hôpital est dans le noir, on arrive là au bas, plein feu allumé alors qu'il n'y a personne. Hein. Il faut savoir que l'ensemble du site du Puy 2 appartenait au hier, il y avait une arrivée d'eau, une arrivée de câbles et d'électricité, et dès qu'on touche à ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut répartir, il faut séparer, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais on va essayer d'y remédier. Parce que bon, maintenant j'ai un autre point sur les, j'ai regardé quand même dans les budgets, hein, la quote-part électricité, entre le budget 2014 et 2015, il y a une économie de 934 €. Je sais que c'était pas toute l'année qui était sur la coupure. Moi j'ai que 934 € d'économie d'électricité entre les deux budgets 2014 et 2015. Le 2016 je l'ai encore pas. Parce que là, en fait, on parle de l'éclairage public. Il y a l'éclairage public et les autres bâtiments. En fait, comme chaque année, il y a une augmentation qui est quasiment mécanique de 2% d'énergie, plus une hausse, on va dire, naturelle du coût d'énergie, ça a quand même impacté. Donc là, uniquement sur le poste éclairage public, je dis éclairage public, il y a eu moins 32% d'économie. Oui, bon, on n'a pas le détail dans on n'a pas le détail dans les... Par exemple, ici, on n'a pas la main là-dessus, et ça augmente, donc on a quand même réussi à faire notre... Donc on a une augmentation d'électricité sur l'ensemble du truc de 21 000 €, quoi. Qui est observable chez tout le monde. De 21 000 € quoi. Mais non, après ça dépend, c'est maintenant à l'autre. Bah non, c'est plus les plus ou moins. Non, non, si on a économisé 29 000. On peut sortir le détail pour te montrer. Si on a sorti 22 000 d'économie d'éclairage public et qu'on a 934 de différence. Mais aussi pour information, l'économie elle est à cheval sur 2 années. Oui, oui. Prendre uniquement l'année, c'est aussi faux là. Donc on arrivera à mieux le voir quand on aura le budget 2016 quoi. Bien, alors, qui s'oppose à cette proposition? 2, qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Passons au point numéro 15, convention d'honoraires avocat, M. Thiel. Au cours de ces dernières années, la ville a entrepris plusieurs démarches de recherche économique, notamment autour de ses prêts bancaires. Une renégociation s'est avérée impossible en raison de ses coûts. Il a été décidé, en conséquence, de faire appel aux avocats Maître Lebec et Maître Métayer-Mathieu afin de mettre en cause la validité des contrats conclus. Dans un premier temps, l'intervention des avocats portera sur 4 frais de la caisse d'épargne. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention d'avocats qui prévoit les honoraires fixes liés à la mise en place de la procédure et des honoraires variables liés au résultat. Vous avez en annexe la convention. En fait, de nombreuses communes et même de nombreux particuliers sont dans une démarche de renégociation. La banque a toutes les garanties pour ne rien débloquer, sauf quand on leur propose un cabinet d'avocats, parce qu'il y a des fonds, il y a des choses réelles et vérifiables sur le mode même de rédaction des contrats. Donc ils ont des fois été faits un peu en dépit du bon sens, et on peut constater pour ceux qui ont eu recours à ce genre d'intervention que généralement ça ne va pas jusqu'au bout. La banque
aussi, ça pourrait effectivement découler sur une affaire en justice, mais globalement, c'est la banque qui demande pour sa publicité personnelle de négocier et de faire un geste, donc on a tout intérêt à le faire. Voilà. Oui. Mais en fin de compte, les prêts, là, un des derniers, c'est de cette année, là, c'était les 450 000, le dernier prêt de... Non, c'est pas ça, c'est des prêts plus anciens. Ah, c'est des prêts plus anciens. Mais en fin de compte, c'est parce que les frais de dossier reviennent plus cher que ce qu'on pourrait économiser de... Il faut laisser faire, vous aurez les résultats. Hein. Non, parce que si c'est pour économiser les frais de dossier, en fin de compte, on risque de payer plus de frais d'avocat. Ouais. Non, on peut pas. Bah, j'ai renégocié mon prêt. Oui, non, mais il ne s'agit pas là de renégociation, il s'agit de remettre en cause les contrats qui, de la manière dont ils ont été rédigés, ont des caractères illicites. Donc, c'est un levier. Il y avait dans de très nombreux contrats des irrégularités que ces avocats spécialisés se sont fait fort de déceler afin de renégocier et d'obtenir réparation, on va dire ça comme ça, réparation, sous quelque forme que ce soit. Alors ça peut être suppression des intérêts, ça peut être remboursement des intérêts, ça peut être étalement, etc. Il y aura des clauses abusives. Voilà. Alors qui s'oppose à cette signature de convention d'avocat? Personne qui s'abstient? 3. Je vous remercie et nous passons au point 16, donc dispositif voisin vigilant. Donc on a été sollicité, comme beaucoup d'autres communes, par cette société qui s'occupe de ça dans de très très nombreuses communes. Le principe est très simple, c'est simplement une centrale à laquelle des gens volontaires adhèrent en confiant leur numéro de téléphone portable. Lorsque quelqu'un observe un comportement particulier d'un individu dans le quartier, il prévient la centrale qui, elle, se charge d'un délai extrêmement bref de prévenir tous les gens du quartier qui font partie du système voisin vigilant. Pour les particuliers, ça coûte 0. Pour la commune, ça coûte 1500 € hors taxe par an. Voilà. Donc il est proposé ici d'adhérer à ce système d'alerte voisin vigilant. Il faut dire que avant sa mise en place effective, il y aura des réunions d'information organisées pour tous ceux qui sont intéressés par ce dispositif qui apparemment fonctionne bien, puisqu'on a observé une réduction de 40% des cambriolages dans les communes où ça a été mis en place, et en plus il y aura des panneaux à l'entrée de la ville, voisins vigilants, donc les cambrioleurs éventuels sont informés également de l'existence du dispositif et ça devrait logiquement les dissuader. Logiquement. Voilà. Oui. Alors nous, on est satisfait avec les collègues parce que c'était dans notre projet municipal en 2014, nous l'avions mis, voisins vigilants, et je suis quand même satisfait que la majorité municipale le fait aujourd'hui, même si c'est avec 2 ans de retard, mais c'est un bon dispositif et puis pour créer du lien social entre les gens, ça les force à reparler ensemble, et puis on peut éviter pas mal de soucis, de dégradation, comme ça se faisait à l'époque, les gens faisaient attention les uns sur les autres. Donc, voilà. Merci Christophe, ok. Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à ce dispositif? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Il faut distribuer ce document-là pour le dernier point. Alors la municipalité de Wistram envisage de créer une grande promenade sur les bords de la plage de Wistram qui a été évaluée à 800 000 €, pour laquelle un certain nombre de pays qui ont participé aux cérémonies du 70e anniversaire se sont déjà engagés, et il nous est demandé en tant que commune partenaire si on accepte de participer nous aussi au financement de cette esplanade, sachant que le nom de la commune figurera sur un tableau qui sera réalisé à l'entrée de l'esplanade. Donc ce qui est proposé, ce que je vous propose, c'est de participer à hauteur de 1 000 €. C'est pas grand-chose, de 1 000 € à cette opération. Je crois qu'on ne peut pas faire moins.
Voilà, des dons effectués de l'envers, pour la zone d'impôt, le Royaume-Uni, etc. Voilà. Donc nous figurons en bonne position sur le tableau des généreux donateurs. Pardon? Peut-être au-dessus du prince de Monaco. Cette réalisation, elle servira dans d'autres domaines, par exemple les touristes. Ah non, c'est pour le tourisme, hein. Le tourisme, à la fois tourisme et tourisme historique. Hein. Voilà. Chacun a bien compris de quoi il s'agit. Nous proposons de passer au vote. Qui s'oppose à l'attribution de cette subvention? Personne qui s'abstient. Personne. Le point est adopté. L'ordre du jour est clos. Je vous remercie et je lève la séance en vous souhaitant passer une bonne soirée. Merci.